Les beaux-parents rirent en lui laissant en héritage une cabane évaluée à 15 $, mais le secret caché à l'intérieur était incroyable. Elisa Montero était assise sur la chaise à côté du lit d'hôpital lorsqu'elle entendit le dernier soupir de Raphaël. Pendant près de 2 ans, cela avait été sa routine, consultation, examen, médicaments, hospitalisation et un espoir qui diminuait un peu chaque mois. Elle tenait sa main à ce moment-là. Cette main qui avait été forte, ferme et pleine de vie semblait désormais bien trop légère. Raphaël n'avait que 40 ans, mais la maladie avait consumé presque tout ce qu'il était. Quand les appareils confirmèrent ce qu'elle ressentait déjà dans son cœur, Elisa ferma les yeux pendant quelques secondes. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle resta immobile, regardant son visage, comme si elle espérait qu'il ouvre les yeux une fois de plus. Les heures suivantes passèrent comme un brouillard, médecins entrant et sortant, documents à signer, appels à passer. Elisa avait du mal à suivre ce qui se passait autour d'elle. La seule chose qu'elle savait, c'était que l'homme avec qui elle avait partagé 12 ans de sa vie n'était plus là. L'enterrement eut lieu 2 jours plus tard. La petite chapelle était pleine. Amis, parents et connaissances vinrent rendre hommage. Elisa resta presque tout le temps près du cercueil. Certaines personnes s'approchaient pour offrir des paroles de réconfort, mais elle parvenait à peine à répondre. Son esprit était ailleurs. Parmi les présents se trouvaient les parents de Raphaël, Geraldo et Sonia, ainsi que son frère aîné, Claudio. Malgré le lien familial, leur relation avec Elisa n'avait jamais été vraiment bonne. Depuis le début du mariage, elle sentait qu'elle n'était pas totalement acceptée. Raphaël essayait toujours d'apaiser la situation, mais les commentaires désagréables surgissaient de temps en temps. Ce jour-là cependant, tout le monde semblait garder les apparences. Après l'enterrement, les jours suivants furent silencieux et douloureux. Elisa retourna dans l'appartement où elle vivait avec Raphaël et y trouva un vide qu'il semblait impossible de combler. Ses vêtements étaient encore dans l'armoire, ses livres sur l'étagère. Sa tasse préférée restait sur la table de la cuisine. Elle marchait d'une pièce à l'autre, sentant que tout portait encore sa présence. Les factures commencèrent à arriver. Le traitement contre le cancer avait consumé une grande partie des économies du couple. Raphaël avait dû arrêter de travailler de nombreux mois avant de mourir. Elisa avait aussi réduit ses heures pour s'occuper de lui. L'argent s'épuisait. Une semaine plus tard, elle reçut l'avis que la lecture officielle du testament aurait lieu dans quelques jours. Le matin prévu, Elisa arriva au cabinet de l'avocat, ressentant un mélange d'anxiété et de tristesse. Elle ne pensait pas à l'argent, elle ne voulait même pas être là, mais c'était nécessaire. En entrant dans la salle, elle trouva Geraldo, Sonia et Claudio déjà assis. Claudio jouait avec son téléphone sans même la regarder. Sonia fit un bref signe de tête. Geraldo garda une expression froide. Elisa s'assit en silence. Quelques minutes plus tard, l'avocat commença la lecture. D'abord vinrent quelques détails bureaucratiques, puis de petites distributions d'objets personnels. Rien d'important. Puis arriva le moment principal. L'avocat ajusta ses lunettes et lut l'une des dernières clauses laissées par Raphaël. Selon le document, tous les biens restants seraient destinés à l'épouse Elisa Montero. La salle resta silencieuse quelques secondes, mais le silence ne dura pas. L'avocat précisa alors quels biens existaient encore officiellement au nom de Raphaël. C'est à ce moment que les expressions changèrent. Il n'y avait pas de compte millionnaire, pas d'immeuble de valeur en ville, pas d'investissement connu. Il ne restait qu'une ancienne propriété rurale enregistrée depuis des décennies au nom de la famille, une vieille cabane en bois située dans une région isolée. Le bien était évalué à seulement 15 $ dans les registres anciens qui n'avaient jamais été mis à jour. Claudio fut le premier à éclater de rire. Un rire court, mais clairement moqueur. Sonia l'accompagna aussitôt. Geraldo secoua la tête. 15 $. Mon frère a laissé une vraie fortune, lança Claudio sans cacher son amusement. Sonia croisa les bras. J'ai toujours dit que cette cabane ne servait à rien. L'avocat demanda le respect, mais l'ambiance avait déjà changé. Claudio continua. Félicitations, Elisa. Tu es riche maintenant. Il sourit. Elisa ne répondit pas. Elle sentait son visage chauffer, non pas à cause de la valeur de l'héritage, mais à cause du manque de respect. Son mari venait de mourir et il transformait cela en sujet de plaisanterie. Geraldo regarda les documents. Cette construction doit être en ruine. Si elle tient encore debout, répondit Claudio. Les trois rirent à nouveau.
Elisa garda les yeux fixés sur la table. L'avocat termina rapidement la réunion. Quand tout fut fini, elle récupéra les documents et sortit sans dire un mot. En marchant vers la sortie de l'immeuble, elle entendit la dernière phrase de Claudio derrière elle. « Si tu trouves des rats à l'intérieur, transmets-leur mes salutations. » Elle continua à marcher. Elle ne voulait pas discuter, elle n'en avait pas la force. Ce soir-là, assise seule dans l'appartement, Elisa ouvrit les documents de la propriété. La cabane se trouvait dans une région éloignée, à plusieurs heures de la ville. Elle n'avait jamais visité l'endroit. Raphaël avait mentionné la propriété peu de fois au fil des ans, toujours de manière vague. Il disait seulement qu'elle appartenait à la famille depuis longtemps, rien de plus. Elisa observa les photographies jointes au registre. La construction paraissait vraiment ancienne. Le toit montrait des signes d'usure. Les murs étaient noircis par le temps. Le terrain autour était entouré d'arbres. Cela ne semblait pas être un endroit où quelqu'un choisirait de vivre. Mais elle n'avait pas beaucoup d'options. Le propriétaire de l'appartement avait déjà informé qu'il allait augmenter le loyer dans les prochains mois. Avec les dépenses accumulées, Elisa savait qu'elle aurait difficilement les moyens de rester. Les jours suivants, elle commença à envisager sérieusement le déménagement. Plus elle faisait les comptes, plus elle se rendait compte que rester en ville serait impossible. La cabane offrait au moins un toit, même s'il était simple, même s'il était délabré, même si tout le monde se moquait d'elle. Une semaine plus tard, elle prit sa décision. Elle vendrait ce qu'elle pouvait, ne garderait que l'essentiel et tenterait de recommencer dans cet endroit. Quand elle annonça sa décision à une amie proche, elle entendit de l'inquiétude. « Tu es sûre ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi y vas-tu » Elisa resta silencieuse quelques secondes, puis répondit. « Parce que j'ai besoin d'avancer d'une manière ou d'une autre. » L'amie lui prit la main. « Raphaël voudrait que tu sois heureuse. » Elisa sourit tristement. Cela faisait longtemps qu'elle ne pensait plus au mot « bonheur ». Cette nuit-là, en rangeant des cartons, elle trouva une ancienne photo d'elle et Raphaël. Ils souriaient pendant un voyage fait de nombreuses années avant que la maladie n'apparaisse. Elle passa les doigts sur l'image, sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour la première fois depuis l'enterrement, elle pleura sans essayer de se retenir. Elle pleura la perte, les projets interrompus, les enfants qu'ils n'avaient jamais eus, les voyages qui n'auraient pas lieu, les conversations qui ne pourraient plus se terminer. Quand elle se calma enfin, elle remarqua que l'appartement était plongé dans le silence. Elle regarda autour d'elle. Dans quelques jours, elle quitterait cet endroit, peut-être pour toujours. Et pour la première fois depuis la lecture du testament, une question surgit dans son esprit. Pourquoi Raphaël avait-il tant insisté pour lui laisser précisément cette cabane? Il savait qu'il était en train de mourir. Il savait que chaque décision aurait de l'importance. Alors pourquoi choisir justement cet endroit abandonné? Elisa n'avait pas de réponse, mais en observant la photo dans ses mains, une étrange sensation naquit en elle, comme si Raphaël avait essayé de lui dire quelque chose avant de partir, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Et sans imaginer que cette vieille propriété cachait bien plus que des murs usés et des meubles oubliés, Elisa termina de fermer le dernier carton qu'elle emporterait vers sa nouvelle vie. 2 jours après avoir fermé le dernier carton dans l'appartement, Elisa se réveilla avant l'aube. Elle avait à peine dormi. Elle avait passé une grande partie de la nuit à regarder le plafond, à penser à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. La mort de Raphaël semblait encore impossible à accepter. Le camion de déménagement arriva peu après 6 heures du matin. Les employés chargèrent les quelques meubles qu'elle avait décidé d'emporter. Il n'y avait pas grand-chose. Les dépenses du traitement avaient obligé le couple à vendre plusieurs biens au fil des années. En observant les cartons être placés dans le véhicule, Elisa sentit un serrement dans la poitrine. Chaque objet semblait porter un souvenir. Quand tout fut terminé, elle monta en voiture et commença le voyage. La ville s'éloigna peu à peu. Les immeubles laissèrent place à des routes plus petites, puis à des zones rurales, des champs ouverts et de longs tronçons bordés d'arbres. Après presque 4 heures de route, elle trouva le chemin de terre indiqué dans les documents. Le trajet était étroit et plein de nids de poules. La végétation semblait engloutir le passage par endroits. Quelques minutes plus tard, elle aperçut la cabane pour la première fois. Elle resta immobile, regardant à travers le pare-brise. La construction était exactement comme sur les photos du registre, mais en vrai elle paraissait encore plus ancienne. Elisa coupa le moteur et resta assise quelques secondes. Cet endroit serait sa nouvelle maison.
Elle respira profondément avant d'ouvrir la porte. Le silence attira immédiatement son attention. Pas de bruit de circulation, pas de gens qui parlaient, pas de sirènes, seulement le vent dans les arbres et le chant lointain de quelques oiseaux. L'intérieur sentait le bois ancien et la poussière. La lumière qui entrait par les fenêtres révélait des particules en suspension dans l'air. Il y avait des meubles anciens, une table en bois au centre du salon, un canapé usé, des étagères avec des livres et des objets couverts de poussière. Elle explora lentement les lieux, une cuisine simple, 2 chambres et une petite salle de bain. La structure avait besoin de réparations urgentes, mais elle tenait encore debout. Une fois seule, après le départ des déménageurs, Elisa s'assit sur le vieux canapé. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sentit le poids de la situation. Les larmes vinrent sans prévenir. Elle pleura la solitude, la peur de l'avenir. Elle décida de s'occuper l'esprit avec des tâches pratiques. Elle nettoya, rangea, fit de petits travaux. Au fil des jours, elle découvrit des objets liés à l'histoire de la famille de Raphaël, vieilles photos, documents, meubles très anciens. Dans le 2e jour, elle trouva un coffre rempli de photographies anciennes. L'une d'elles montrait un homme très ressemblant à Raphaël, avec au verso le nom, Augusto Montero, écrit à la main. Elisa n'avait jamais entendu Raphaël mentionner cette personne. Les jours passèrent. La routine s'installa. La propriété avait sa propre beauté, arbres, petits sentiers, animaux sauvages. Malgré l'isolement, le lieu apportait une certaine tranquillité. Une semaine après son arrivée, en rangeant une vieille bibliothèque, Elisa trouva une Bible ancienne appartenant à Raphaël. En l'ouvrant, une petite clé ancienne tomba sur ses genoux. La clé ne correspondait à aucune serrure évidente. Cela devint presque une obsession. Raphaël l'avait cachée délibérément dans sa Bible. Après plusieurs jours de recherche, elle remarqua une grande bibliothèque dans le salon qui semblait fixée de manière inhabituelle à la paroi. Après avoir retiré les livres et dévissé les fixations, elle réussit à la déplacer. Derrière se trouvait une petite porte cachée. La clé tourna parfaitement dans la serrure. Derrière la porte, un escalier descendait vers un sous-sol secret. Dans la petite pièce se trouvait un grand coffre-fort en acier. Après de longues recherches dans les documents du sous-sol, Elisa trouva une combinaison qui ouvrit le coffre. À l'intérieur, des barres d'or, des pièces anciennes de grande valeur, des documents financiers et une enveloppe à son nom. Dans la lettre, Raphaël lui expliquait tout, l'histoire de la fortune accumulée par son grand-père Augusto, les raisons pour lesquelles il avait tout caché, sa méfiance envers sa famille et son choix de tout lui léguer à elle, la personne en qui il avait une confiance absolue. Il l'avertissait aussi que ses parents et son frère tenteraient probablement de tout lui prendre. Les mois suivants furent marqués par un procès intenté par Geraldo, Sonia et Claudio. Ils contestèrent le testament, accusèrent Elisa d'influence indue et répandirent des rumeurs dans la région. Avec l'aide de son avocate Daniela Rocha et des documents irréfutables trouvés dans le coffre, y compris des preuves de la ligne de succession précise établie par Augusto et des décisions conscientes de Raphaël, Elisa gagna le procès. Les irrégularités financières de Claudio et Geraldo furent également mises au jour. Après la victoire, Elisa resta dans la cabane. Elle la fit restaurer et la transforma en centre communautaire dédié à l'éducation, à la culture et au développement social de la région, réalisant ainsi une partie des rêves que Raphaël n'avait pas pu accomplir. Des mois plus tard, elle découvrit une vidéo enregistrée par Raphaël. Dans celle-ci, il lui exprimait son amour, sa fierté et sa certitude qu'elle utiliserait ce legs de la meilleure façon possible. La plus grande héritage laissé par Raphaël n'était pas l'or ni l'argent, mais la confiance, la responsabilité et la possibilité de construire quelque chose de durable pour les autres.